La politique sur Radio J dans le Grand Journal avec le lundi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. En direct, comme à chaque fois, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous dressez un bilan des rencontres de Saint-Denis qui se sont tenues vendredi dernier pour leur deuxième acte autour du président de la République et de plusieurs responsables politiques. En l'absence d'Éric Ciotti des Républicains et malgré le soutien notamment de Jordan Bardella du Rassemblement National, le principe d'un référendum sur l'immigration a été enterré en raison de l'absence de consensus politique. D'abord, est-ce que c'est une surprise pour vous? Et puis, est-ce finalement le résultat d'un mauvais calcul de la part des Républicains? Vous posez là évidemment une question absolument essentielle. Au moment où nous le commentions en direct ensemble, donc vendredi vers 14h04, 14h05, nous ne savions pas, par définition, vous et moi, nos auditeurs, nos auditrices nombreux du vendredi ne savaient pas, par définition, qu'allait être enterré l'un des principaux projets à discussion lors de cette rencontre dionysienne, la deuxième de vendredi, donc, qui était le projet de soumettre, d'annexer, disons, au domaine des sujets potentiellement soumis, assujettis à des référendums, les questions migratoires, les questions liées à l'immigration, au contrôle des flux, voire à l'arrêt des flux réclamés par certaines formations politiques comme LR ou le Rassemblement National. Dans le cadre d'une modification de l'article 11 de la Constitution. Voilà. Donc ça, nous ne pouvions pas savoir que ce référendum, dont je vous rappelle qu'il est réclamé par LR, par Reconquête et par le RN, c'est-à-dire si on les classe comme ça, les trois principales formations de la droite française d'aujourd'hui, quoi qu'on pense de leur programme par ailleurs, mais c'est une réalité. Ça fait du monde. Oui, ça fait du monde, ça fait plus de la moitié du corps électoral, largement, qui sont en faveur de ce référendum sur l'immigration. Mais il a été enterré. Alors, les circonstances, évidemment, je crois qu'il faut être équitable là aussi. J'essaye de l'être autant que faire se peut. Comme spectateur engagé, vous l'êtes vous aussi, on essaye d'être équitable. Les circonstances n'en reviennent pas seulement à la mauvaise volonté, à la rouerie, voire à l'obstruction du chef de l'État. À partir du moment où l'une des principales formations politiques françaises, bien qu'affaiblie, s'auto-boycotte, en quelque sorte, je parle de LR, du LR de M. Ciotti, qui a choisi visiblement la voie de l'opposition systémique, après avoir beaucoup louvoyé, forcément... Après avoir été présent lors du premier épisode fin août. Bon, ok, mais forcément, ça casse la baraque à l'initiative, si vous voulez. C'est vrai que je ne dis pas qu'il est l'unique responsable, mais il a quand même une part de responsabilité. À partir du moment, vous voyez, où encore une fois, une mesure majoritairement plébiscitée par les Français dans les enquêtes d'opinion, soutenue par les trois principales formations qui aujourd'hui représentent la droite, dans ses différentes sensibilités, n'y revenons pas, allant des libéraux jusqu'aux boulangistes du Rassemblement National. Forcément, ça pose un problème. Qu'est-ce qui a présidé à ce choix, puisque j'imagine qu'on a fait ce calcul également du côté des Républicains. Vous savez, j'aime bien les big picture, comme on dit souvent, les tableaux d'ensemble. On va en parler dans un instant. Nous avons deux formations politiques françaises qui n'ont pas disparu, contrairement à ce que disaient tous les Cassandres. LR continue à exister et le PS continue à exister. En revanche... Mais ils sont affaiblis. Alors voilà, exactement. Et c'est exactement cela, Steve. Mais et au cœur de la vie politique française, si l'on veut, vous voyez, vous avez trois formations politiques, on peut dire ça comme ça. Les forces centrales, comme on dit chez les politologues. Renaissance, le Parti socialiste dont on va parler dans un instant, et les Républicains, qui se cherchent. Fondamentalement, c'est ça. Et donc moi, j'ai plutôt tendance à attribuer à la crise d'identité et de croissance cette espèce de valse-hésitation systémique de M. Ciotti depuis qu'il est à la tête de cette formation politique. En réalité, ce que les Français ne comprennent pas, mais moi pas plus qu'eux, je suis pas plus fort qu'eux, c'est où est LR? LR est-il potentiellement une force d'appoint de la majorité gouvernementale? Ce qu'avait souhaité Nicolas Sarkozy. On est bien d'accord. Ça, c'était la ligne Sarkozy-Darmanin. C'est-à-dire, à terme, de toute façon, nous avons, j'allais dire, une vision de la société, de la modernité française, des principes républicains, des limites, du contrôle des flux migratoires. Tout ça, c'est congruent. Et donc, il n'y a aucune raison de se faire la guerre. Ça, c'est la vision de sarkozyste. Mais dans les faits, M. Ciotti fait un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il s'ingénie. De rupture radicale. Sans doute a-t-il ses raisons d'ailleurs. Et ses raisons, évidemment, c'est aussi de singulariser sa famille politique à l'horizon des européennes. On le dira jamais assez. Il y a une bataille au sein même de la droite. Et c'est pour ça que je suis bien le seul évidemment dans ce cas, mais je m'en fiche. Je maintiens qu'au sein de la droite républicaine française, dans cet espace idéologique, il y a une bataille au couteau aujourd'hui qui va être très dure, très âpre, une bataille électorale très âpre
pour l'appropriation de la droite républicaine. Et cette bataille met aux prises M. Ciotti et M. Zemmour, qui en fait aujourd'hui ont effectivement... Même si Éric Zemmour est très aux marges de cette droite républicaine, mais à minima. Pas plus que vous, pas plus, ne l'exagérez pas plus que cela. Leurs électorats sont congruents. Et effectivement, je crois qu'on peut interpréter en grande partie le geste de M. Ciotti comme une forme de prévention par avance du risque que s'il ne se droitisse pas radicalement dans un antimacronisme systémique au point de boycotter... Il pourrait avoir son électorat de droite siphonné par Éric Zemmour. Exactement. Ça se joue là, vous voyez. C'est-à-dire que l'espace aujourd'hui, c'est une parenthèse dans la parenthèse, mais pour comprendre M. Ciotti, l'espace de conquête de la formation d'Éric Zemmour, Reconquête, est un espace au sein de la droite républicaine, de l'électorat de la droite républicaine. Car, au fond, la stratégie mise en place par Éric Zemmour, par ses équipes, par sa CNAFO, n'est plus de préempter l'électorat du Rassemblement national prioritairement, mais cet électorat de droite qui souhaite voir se reconstruire une droite, j'allais dire, à l'ancienne, comme l'était le RPR des années 80. Pendant ce temps-là, François Hollande était présent hier à la fête de la Rose, à Laguenne sur Avalous, et sur ces terres de Corrèze, et il a été clair. La NUPES est terminée. Est-ce que l'ancien président considère, Alexis, qu'un nouvel espace politique s'est ouvert pour lui à gauche ces dernières semaines? Lui qui a appelé les frondeurs de LFI à le rejoindre. Vous savez que je suis suffisamment lecteur de Raymond Aron, vous le verrez bientôt, dans un livre que j'espère que vous me ferez l'honneur de lire. Avec grand plaisir. Pour que je me méfie du rôle qu'il condamnait lui-même, de confident de la Providence. Nous connaissons des responsables politiques, nous ne sommes pas dans leur tête, donc je ne vais pas me substituer à lui pour vous dire ce qu'il pense. Mais en revanche, j'entends, comme tout le monde, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Vous avez raison, le meeting de Laguenne sur Avalous, je dis meeting parce qu'à l'occasion de la fête de la Rose, avec ses profs, avec son ami Stéphane Le Foll, etc., ça a été l'occasion en fait de faire un micro-meeting politique, a été, je crois aussi, pour l'ancien président de la République, l'occasion de faire deux choses, mais qui sont congruentes en réalité. D'abord, incarner, et c'est très important dans le moment présent, un recours pour une gauche, on va dire une gauche modérée, on va dire républicaine et réformiste si l'on veut, qui se cherche aujourd'hui une incarnation. C'est d'autant plus, j'allais dire, facile pour lui de le faire dans le moment présent qu'un homme éminemment estimable comme l'ancien Premier ministre et ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve semble, au dire de nombreuses confidences qui nous reviennent en ville, dans Paris, vous savez, Paris est une ville où on parle beaucoup, semble être pour l'instant assez sceptique sur sa détermination à incarner sa famille socialiste réformiste dans la présidentielle. La semaine dernière de Christophe Barbier dans le Morning. Voilà, il semble assez sceptique, c'est-à-dire au fond, il a une position sociale, etc. Il se dit, oh là là, je vais aller dans une présidentielle et je vais m'en prendre plein la figure, regardez Éric Zemmour, le courage qu'il a fallu pour lui, quoi qu'on pense par ailleurs de ses idées, mais pour tenir le choc d'une présidentielle, c'est très dur. Donc voilà, Bernard Cazeneuve a cette réflexion. Cela, évidemment, il nous reste 30 secondes pour terminer. Cela ouvre évidemment un espace pour un autre recours dans la social-démocratie. Il y a des gens en province, des Karine Delga, des gens comme ça. Sont-ils à la hauteur? On peut penser que non. Et donc François Hollande joue cette carte. Il ne la jouera jamais mieux qu'en incarnant un pôle de raison dans la déraison contemporaine. Vous le voyez bien, toutes les formations politiques sont frappées par une forme de folie. Alors la folie maximale, elle n'est pas chez les socialistes, elle est à LFI. Et donc ils sont des donnés à cœur joie, à Laguenne sur Avalous, pour cogner sur la folie tout en se présentant comme une sorte de fédérateur des différents courants de la gauche. C'est pas pour dire que je sais tout par avance, mais quand même, on avait senti que lorsque Clémentine Autain, par exemple, ou Raquel Garrido entrent en dissidence avec LFI, il y avait pour ces personnes-là, de même que pour François Ruffin, le député de la Somme, un espace de conciliation possible avec ce que serait, laisse-moi finir ma phrase, une social-démocratie refondée par François Hollande. Et donc, effectivement, l'intérêt du meeting de Corrèze, de ce week-end, c'était aussi pour François Hollande de dessiner les traits de ce que pourrait être une nouvelle gauche socialiste ou social-réformiste ou social-humaniste, comme il aime à dire, qui serait capable d'agréger à elle des personnalités qui sont plutôt marquées au coin d'un certain anticapitalisme, mais d'un anticapitalisme à visage humain et très ferme sur la défense de nos principes républicains, ainsi que sur le rejet du Hamas comme organisation terroriste. Donc là, je crois que de ce point de vue-là, François Hollande, au-delà de la carte postale, a vraiment marqué des points idéologiques. Merci beaucoup Alexis Lacroix, bon après-midi et à demain. Merci à vous.